Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Catherine Tricot. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte, mais surtout vous êtes la gérante de la Scope Regard. On vous retrouve aussi comme éditorialiste chaque mardi soir sur CNews. On va parler évidemment des résultats des élections européennes, mais d'abord un mot sur la participation qui a été plus forte que prévu. Comment on peut expliquer que les Français se soient davantage mobilisés sur un scrutin qui mobilise assez peu d'habitude ? Écoutez, il va falloir aller finement dans les analyses. Je pense que Regard va en produire dans la journée des analyses détaillées qu'on pourra retrouver sur le site. Ce que j'ai comme sentiment, c'est qu'il y a une montée de la participation des jeunes qui était quand même attendue très basse. Il semble que les enjeux environnementaux notamment les aient conduits à se mobiliser. Les écologistes deviennent le premier parti dans la jeunesse, donc ça je pense que c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que finalement, je pense que l'enjeu européen, c'est-à-dire la dramatisation qu'il y a eu sur l'avenir de l'Europe, à mon avis a quand même conduit un certain nombre d'électeurs à s'intéresser. On a vu d'ailleurs dans les sondages sur les motivations du vote que la question européenne est devenue la première des questions qui a justifié aux yeux de ceux qui ont participé au vote leur choix. Le résultat des écolos, justement, la jeunesse qui s'est davantage retournée sur les écolos, c'est la seule bonne nouvelle ou c'est une bonne nouvelle de cette élection ? C'est la seule bonne nouvelle, on va dire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles, donc on va les détailler les unes après les autres. Mais en effet, je pense que le fait que cet enjeu soit apparu comme si important dans les mobilisations, ça faisait 2 jours après, ça intervient 2 jours après la mobilisation de la jeunesse contre le réchauffement climatique, qui devient aussi une mobilisation à l'échelle continentale. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire c'est quand même la première fois qu'à l'échelle de toute l'Europe, il y a des rendez-vous réguliers qui sont donnés. 1 million de personnes, 1 million de jeunes, notamment vendredi 24. Donc voilà, je pense que ça, c'est quand même... Bon, on va y revenir sans doute plus en détail sur le résultat de Yannick Jadot. Un mot sur l'extrême droite. La France est un des seuls pays à avoir placé l'extrême droite en tête. Bernard Tapie a parlé de banalisation, mais il a surtout dit que c'était devenu un parti républicain comme les autres. C'est le cas ? Oh, c'était un naufrage. Franchement, j'ai eu de la peine hier soir de voir Bernard Tapie venir faire son comeback pour venir nous donner l'imprimatur à l'extrême droite pour dire en fait quel est le parti représentant le peuple, faisant une comparaison totalement hasardeuse avec la place du Parti communiste dans la France de la deuxième partie du XXe siècle. J'ai trouvé ça affligeant, très sincèrement. Ceci étant, d'abord, c'est pas la première fois que l'extrême droite est en tête. Elle l'était déjà, on se souvient, il y a 5 ans, qu'elle retrouve à peu près son niveau de l'élection présidentielle. Donc moi, je pense que c'est très, très préoccupant, la place que prend l'extrême droite en France, pour plusieurs choses. D'abord, je dirais qu'on a vu de nouvelles têtes. Évidemment Jordan Bardella, mais je pense aussi le porte-parole qui est le maire de Beaucaire qui est redoutable. Julien Sanchez, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, et puis d'autres encore. Donc en fait, le Front National n'est plus simplement la succursale de la petite famille Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen et consorts. Donc ça veut dire qu'on a un parti qui apparaît comme étant un groupe avec des cadres qui s'installent et qui représentent, et notamment des cadres jeunes et talentueux. Ça, c'est une première motif d'inquiétude. Le deuxième, qui est encore plus, à mon avis, préoccupant, c'est que le Front National a vraiment fait une conversion, c'est-à-dire que sur le socle, les Français d'abord, qui est vraiment son fonds de commerce, qui structure toute son idéologie, il a réussi à le remplir d'un projet qui devient un projet global. Et au plan social, évidemment, on va faire monts et merveilles, mais on va le faire pour les Français à l'exclusion des autres. Sur le plan du féminisme, maintenant, ils défendent la cause des femmes, ils défendent la laïcité, ils défendent les libertés. On voit que le discours autour de ce socle c'est épaissi, c'est ramifié pour devenir un projet global de société. Et c'est, à mon avis, ce qui est extrêmement préoccupant et qu'ils sont les rares à avoir fait, parce qu'en 2017, tout le monde a cru que c'était un dégagisme qui s'était opéré des partis politiques et du personnel politique. Moi, je crois que c'est bien plus que ça, ce qui s'est passé en 2017. C'est qu'il y a une attente pour de nouvelles propositions politiques, de nouveaux projets politiques. Le Front National s'est attelé. Je sais que vous êtes en train de préparer pour le numéro qui va sortir début juillet un dossier sur ce sujet, sur la transformation du Front National et de son projet. On a hâte de vous lire. Un dernier mot avant de passer à la gauche sur la droite. Les Républicains ont été crédités de 13 à 15% des voix, ils font que 8%. C'est la stratégie, c'est la ligne politique de Bellamy qui a été mise en échec hier soir.
Oh, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont convergé vers cet échec. De toute façon, enfin, ça je le croyais depuis longtemps, je crois qu'il n'y a aucun avenir pour une droite bourgeoise et conservatrice. C'est un pari complètement dingue que fait Wauquiez, de penser que on peut se ressourcer sur un socle aussi étroit. C'est-à-dire que c'était vraiment la droite Trocadéro, comme on l'a dit, c'est-à-dire la droite qui s'était retrouvée dans François Fillon. Mais ça leur donnait... Allez, ça avait donné 20% à l'élection présidentielle et on pouvait penser que ça leur donnait 13 à 15%. En fait, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'appel que Emmanuel Macron a fait les 10 derniers jours en disant « Donnez-moi les moyens de mes réformes ». Et je crois que nous, vu de la gauche, on s'est dit « Mais il est complètement dingue ce type ». Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à mobiliser tout cet électorat de droite qui se reconnaît dans ces transformations qui sont des transformations libérales, régressives, et qui s'est mobilisé pour donner à Emmanuel Macron les moyens de pouvoir continuer cette transformation régressive au plan social, sécuritaire, etc. Et donc en fait, je pense qu'il y a vraiment eu pour le président de la République une sorte de transfert, c'est-à-dire qu'il a siphonné la droite, il avait déjà commencé à le faire en prenant tous les juppéistes de Navarre et de France. Et là, il a continué, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il ne reste vraiment qu'un tout petit reliquat d'une droite qui n'a pas décidé encore de passer au Front National et qui résiste petitement. Tandis qu'une bonne partie de l'électorat qui était l'électorat socialiste, puisqu'on sait que 50% des électeurs de François Hollande avaient voté pour Emmanuel Macron, je pense qu'on regarderait aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie est repartie, et notamment est repartie sur le vote Europe Écologie Les Verts, on va en reparler. On passe à la gauche justement, la gauche sort très faible évidemment de ces élections, c'est pas une surprise. Qui donne le ton à gauche aujourd'hui? Les cartes sont largement rebattues, c'est les écolos qui donnent le ton maintenant? Alors, je dois dire qu'on passe d'une situation où on avait une hégémonie à gauche de la France insoumise, avec pratiquement 75% des électeurs au moment de la présidentielle qui avaient voté à gauche, qui s'étaient portés sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, maintenant à deux forces, mais ridicules, quoi, à 6,5% la France insoumise et le Parti socialiste, à touche-touche, et la seule force qui sort, c'est Europe Écologie Les Verts, et elle sort sur la base d'une affirmation de vouloir dépasser la relation à l'histoire de la gauche, et elle prétend se mettre en leader de la reconstruction d'une proposition politique progressiste dans lequel le socle, c'est l'écologie. Ça fait très longtemps que les écologistes ont cette idée d'être finalement la relève de la gauche à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Je me souviens que c'était déjà dans les débats et c'était porté par quelqu'un comme Alain Lipietz dans les années 90. Donc c'est pas la première fois qu'ils ont cette idée, c'est la première fois qu'ils sont en situation là de le faire. La marche est haute encore parce que pour l'instant, les écologistes ont commencé à faire un projet autour de l'écologie, un peu comme je le disais tout à l'heure pour Marine Le Pen, qui a fait un projet autour des Français d'abord. Eux, ils commencent à le faire. On a vu que leur candidat Yannick Jadot était très convaincant et véhément sur la question de l'accueil aux réfugiés. Je trouvais que ça faisait partie des moments où il imprimait au-delà de la seule question écologique et que c'était cohérent avec son discours sur l'écologie. Le reste du projet n'est pas fait. Et en particulier, évidemment, je ne vois pas comment ils peuvent ne pas trancher la question du rapport au marché qui, pour l'instant, à défaut d'être tranché, à mon avis, veut dire un soutien à la politique du marché. Un mot de la France insoumise, évidemment. L'appel au vote anti-Macron, il n'a pas profité du tout à la France insoumise, il a même plutôt profité à Marine Le Pen. Ah ben, oui, ça, c'est la stratégie populiste qui doit être mise en cause, vous pensez? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a eu un défaut d'analyse, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée que c'est une vague dégagiste qui affectait les partis et le personnel, à mon avis, est une analyse trop courte. C'est-à-dire ce qui était en jeu, c'était de construire une nouvelle proposition politique globale, c'est-à-dire un projet de société, une manière de mobiliser la société et donc de faire de la politique. C'était cela qui était attendu et donc un rapport avec aussi les autres partenaires de la gauche, qui ne sont pas d'ailleurs que les partenaires de l'espace politique. Bon, écoutez, depuis 2 ans, Mélenchon a tout fracassé. Je regrette de dire les choses comme ça. Moi, je pense qu'il a proposé une vraie
Il a suscité un vrai élan en 2017. Il a redonné à voir une France rouge et pas simplement une France de tête dure. C'est ça qui, en plus, ça fait partie des problèmes. C'est qu'il analyse simplement du côté de l'insoumission, de la tête dure. C'est-à-dire qu'il n'a pas rempli sa proposition d'un projet. C'est-à-dire qu'en s'en tenant simplement à ce côté populiste, dégagiste, il ne dit pas où il ne dit plus dans quelle direction il veut aller. Ce qu'il n'avait pas fait en 2017. En 2017, quoi qu'il en dise, il était bien le candidat de la gauche, il était bien le candidat qui proposait une nouvelle perspective. Et il avait marqué des points, notamment sur le projet écologiste. Là, il est en recul, c'est-à-dire qu'il ne fait plus, il n'y a plus d'identifiant très très fort du côté de la France insoumise pour savoir dans quel monde ils veulent nous conduire. C'est très hétérogène à l'intérieur de la France insoumise sur des sujets fondamentaux. Et les avancées qui ont été faites sur le plan écologique n'ont pas été poursuivies et elles n'ont pas été élargies. Il y avait de nouvelles questions qui se posaient et qui n'ont pas été pensées. Je regrette, mais la question du service public demande d'être pensée. Il n'y a pas de proposition de ce côté. Je pense que la question des catégories populaires doit être repensée et elle ne l'a pas été. Les catégories populaires, ce ne sont pas simplement les gilets jaunes. Jean-Luc Mélenchon recule beaucoup dans les catégories populaires qui lui avaient donné son soutien, notamment les catégories populaires dans les grandes cités, dans la jeunesse et dans les centres-villes, les classes créatives avec lesquelles il faut faire alliance. C'est tout ça qui n'a pas été intégré dans un discours global sur la France populaire d'aujourd'hui, moderne, et je crois qu'il le paye très grandement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je pense qu'il y a une articulation entre la capacité à faire un projet et l'offre politique. Cette fois-ci, il échoue, à mon avis, sur le fond et pas circonstanciellement. Qu'est-ce qui va se passer justement dans ces formations politiques? On ne peut pas dire que toutes les formations, on peut même dire d'ailleurs que c'est un échec pour l'ensemble des formations de gauche. Il va y avoir un vent de dégagisme parmi ces têtes. Il y a Laurent Wauquiez de la droite est menacé, mais on ne peut pas dire que la stratégie de Mélenchon ou d'Olivier Faure a été couronnée de succès non plus. Est-ce que on peut voir une nouvelle classe politique émerger du coup suite à ça? Oui, mais ce que je vous disais, c'est qu'en fait l'enjeu n'est pas un problème simplement de personnalité politique. Je pense que véritablement à droite et au sein de la France insoumise, qui sont quand même les deux très grands perdants de cette élection européenne, il va y avoir une discussion, je l'espère pour eux, pour la droite d'une certaine manière, parce que je souhaiterais quand même qu'il n'y ait pas simplement l'extrême droite à droite. Pour la droite et pour la France insoumise, j'espère que le débat va s'ouvrir. Je n'en sais rien. Martin, hier sur TF1, a même dit qu'il fallait sans doute une personnalité moins clivante à la tête de l'AFI. Ça ressemble quand même à un appel au dégagisme en interne. Oui, mais je pense que c'est pas qu'un problème de personnalité. Encore une fois, je pense que véritablement l'enjeu est un enjeu de reconfiguration de la proposition politique. Pour l'instant, je ne sais pas si la France insoumise va s'ouvrir au débat. Je ne sais pas comment elle va même l'organiser, puisqu'il n'y a pas de lieu, à ma connaissance, mais peut-être que je ne sais pas tout, mais il n'y a pas de lieu de discussion collective au sein de la France insoumise, et c'est bien cela qu'il va falloir faire. Je voulais juste dire une chose sur le Parti socialiste. Oui. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que je crois que Macron a récupéré tous les égarés du socialisme qui étaient en fait passés au social-libéralisme, et vraiment il a ratissé large d'une certaine manière. Quand bien même je dis qu'une partie de cet électorat, de son électorat, était revenue plutôt dans le sérail de la gauche, en tout cas les cadres du Parti socialiste, il a vraiment fait la razzia dans le PS. Olivier Faure a fait il y a quelques mois un discours assez fort de critique du bilan de François Hollande. Claire Nouvion et Glucksmann ont tous les deux porté des critiques très très fortes à l'égard du bilan des socialistes, et Faure les a d'une certaine manière continué de les soutenir. Et finalement, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer au sein de la social-démocratie, c'est-à-dire que la vieille social-démocratie se prend vraiment une tôle sévère, on le voit en Allemagne, mais quelque chose de nouveau va certainement se chercher. Donc moi, je ne pense pas que Olivier Faure ait fait ce n'est pas une déroute pour le Parti socialiste, et à mon avis, il est entre deux. Maintenant, il va falloir qu'il décide. Je l'ai plutôt entendu hier soir et ce matin vouloir confirmer cette orientation de rupture avec le bilan de François Hollande, et pas simplement du quinquennat, mais au fond de cette trajectoire qui les a conduits au social-libéralisme.
Un mot sur le résultat de Yann Brossal, candidat communiste, qui s'est pourtant révélé, comme l'ont souligné plusieurs médias. Il n'a même pas atteint les 3%, ça veut dire que le Parti communiste français ne sera même pas remboursé des frais de campagne. C'est l'avis du Parti communiste français qui est en jeu là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense que les militants sont très très déçus. Ils ont vraiment retrouvé de la fierté, un enthousiasme dans cette campagne. Je pense que c'est aussi, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mépris. Ils ont été très maltraités, je trouve, par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, et que d'une certaine manière, ils étaient contents de redevenir des militants qui allaient sur les marchés défendre leurs opinions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que le Parti communiste n'a pas fait, et peut-être ne peut-il plus faire, la mise à jour programmatique de fond, idéologique, programmatique, le socle de sa proposition. Je crois, enfin moi je me sens communiste et je pense que cette idée-là est une idée très profonde, d'ailleurs historiquement très lointaine, et je pense qu'elle doit se redéfinir dans des termes d'aujourd'hui, et que ça n'a pas été fait, et que ça ne permet pas au Parti communiste aujourd'hui, malgré ses efforts, malgré la qualité de son candidat, d'atteindre son résultat. J'en suis très désolée pour eux, et je pense que c'est un très mauvais coup, parce qu'en effet, de ne pas atteindre les 3%, symboliquement et pratiquement, c'est quand même bien dommage. Oui, et pas simplement un signal. C'est concrètement, je pense que ça va être difficile pour eux. Si on anticipe 2022, évidemment, on voit bien qu'à travers ces élections, il y a aussi la perspective des élections présidentielles. On imagine que les écologistes, compte tenu de leur score, vont être tentés de présenter un candidat. Yann Brossal lui-même pourrait être candidat. Les Insoumis vont forcément présenter un candidat. On se dit que la gauche au pouvoir, c'est là pour demain. Oui, enfin, ça, d'abord, on n'y est pas. J'espère que quand même, on va un petit peu réfléchir, parce que si on recommence la même chose, parce qu'on ne va pas ajouter les socialistes qui vont présenter un candidat. Bon, bref, si on fait la somme de tout ça, ça ne nous emmène pas très très loin. Donc j'espère qu'on va y réfléchir. Je pense que du côté de l'écologie, ça va se bousculer sévèrement, à mon avis. Et en effet, du côté de ELV, mais Nicolas Hulot probablement se prépare aussi. Donc je pense que le terrain écolo va être très saturé. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut absolument que la gauche et la gauche de transformation sociale reconstituent son socle, et qu'évidemment, dedans, elle fasse place et droit à l'écologie, mais qu'elle en fasse, je dirais, un vrai projet global, et qui soit un projet qui a ses répercussions sur la pensée du social, sur la pensée du public, sur la question des libertés, la dynamisation, la place des individus. C'est cela qu'on attend d'elle. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas. J'ai une dernière question, Catherine Tricot, justement, sur la stratégie politique et sur le contenu politique. C'est quoi finalement l'alternative entre, d'un côté, ceux qui en appellent à l'union de toutes les gauches et ceux qui plaident pour le populisme de gauche ? Bon, écoutez, je pense que ni l'une ni l'autre n'ont de sens, ni n'ont d'avenir. Enfin, justement, c'est quoi l'alternative entre les deux ? Ah ben, je viens de le dire, c'est qu'à mon avis, le populisme, je pense que ça n'a aucune réalité, en particulier en France, qui est un pays politique, c'est-à-dire que les gens attendent un projet politique et pas simplement une somme de colère. Donc il faut ouvrir une perspective. En ce sens, je dis encore une fois, je pense que le projet, en fait, je me dis à rebours que se dire simplement insoumis, ça ne fait pas un projet. C'est insuffisant. Bon, bien sûr, c'est une attitude, on peut la partager et lui trouver des qualités, mais ça ne suffit pas. Il faut dégager un projet. Donc le populisme, je pense que ça c'est no way de ce côté-là. Et alors le côté union de toutes les gauches, mais déjà pour l'instant, il faut que chacun reconstitue son projet. De toute manière, la gauche ne peut pas être dirigée si elle est éclatée, donc il y a bien des convergences, mais il faudra bien qu'il y ait des projets, y compris à l'intérieur de la gauche, qui s'affinent et qui se modernisent. Merci beaucoup Catherine Tricot. À bientôt.